avec Tania Manca de l'université de Sassari en Sardaigne. Elle est docteure de Paris-Sorbonne. Elle a travaillé sur notamment la parole de l'autre dans le récit de voyage en Afrique. Sa thèse est bientôt parue. Elle est passée aussi par Galway University et elle est la fondatrice de la revue L'Astrolabe. Et elle nous fait le grand plaisir de revenir au sein du CRLV et elle nous présente un travail sur la littérature de jeunesse italienne. C'est à vous. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, tout le long de ces 3 dernières journées, nous avons voyagé avec Marco Polo et exploré la richesse et la complexité de son expérience et de l'ouvrage qui la relate. La diffusion du récit en Italie au XXe et XXIe siècle et le lien que celle-ci entretient avec l'horizon d'attente du récepteur sont au cœur de notre investigation. Nous avons ainsi tenu compte des différents types d'éditions, mais aussi de la reprise et diffusion de cette histoire extraordinaire à travers des formes différentes, telles le dessin animé et le cinéma. Considérons tout d'abord les éditions sur papier. De quel genre sont-elles? De quelle manière restituent-elles le déguisement du monde ou bien le milione? Que garde du texte originel? Et éventuellement proposent-elles des nouvelles perspectives? Les livres examinés appartiennent aux catégories suivantes: édition critique, édition pour la jeunesse, édition pour les enfants et bande dessinée. Dans certains cas, donc voyons comment définir ces ouvrages. Des traductions, des rééditions, des œuvres de diffusion ou bien des interprétations. Dans certains cas, plus que des traductions ou des rééditions, il serait plus correct, il nous semble, de parler d'œuvres de diffusion du récit, compte tenu des interprétations différentes que l'ouvrage a connues au fil du temps. Les éditions critiques et les rééditions, même certaines pour la jeunesse, telles celles de la maison d'édition BUR, conservent la structure originelle du livre, imposante et savante, et la structure en étapes topique des récits des voyages. La narration, en forme impersonnelle, est également maintenue. Je cite « si va, si cavalca », comme celle à la troisième personne du singulier ou du pluriel, « quando l'uomo si parte », ainsi que les appels au lecteur de Rustichello, qui l'impliquent dans le récit. Je cite « or ve conterò, or sappiate, or lasciamo del diserto », et ainsi de suite. En ce qui concerne les études critiques sur l'œuvre de Marco Polo en Italie, dès le début du XXe siècle, 2 chercheurs italiens, Silvio Pellegrini et tout particulièrement Luigi Foscolo Benedetto, dans leurs ouvrages de la fin des années 20, prônent, entre autres, une reprise des études poliennes en Italie. Et ce dernier y donne un élan décisif. Ses publications de 1928 et de 1932 restent la référence. Il en suit un certain nombre de rééditions, une quinzaine ou moins, des monographies et d'essais, au moins une trentaine. En 1975 paraît une édition critique d'une grande valeur, rédigée par Valeria Bertolucci Pizzorusso. Et voici l'édition critique. Avec son ouvrage, elle suit le sillon de Benedetto. Ce livre est réédité en 1994, puis en 2008, constituant un point de repère sur le sujet. L'étude se concentre sur plusieurs aspects du récit. Comparaison des premières traductions manuscrites de l'œuvre, tenant compte des différents manuscrits, la version en franco-vénitien, celle en latin, celle en toscan, entre autres. Elle contient aussi une étude des éditions, mais aussi une étude linguistique. Elle propose un important apparat critique d'une 50aine de pages, une table des concordances des chapitres, un index raisonné de 272 pages, une carte géographique et, pour finir, un arbre généalogique des descendants du Grand Camp. Les éditions critiques et une partie des rééditions ne connaissent pas de véritable réécriture. C'est le cas, entre autres, du texte BUR pour la jeunesse, publié en 2021, aux caractéristiques suivantes. Le texte
reste un italien ancien, malgré le fait que le public soit un public jeune. La langue est une langue savante, donc il n'y a pas une véritable réécriture. La structure narrative est fidèle au texte d'origine, il n'y a pas d'apparat critique, pas d'introduction, et après une très courte biographie de Marco Polo, le livre commence directement par le prologue. Juste à la fin, nous retrouvons 4 pages de réflexion par une journaliste. En revanche, la deuxième édition donc, du même livre de 2022 a été enrichie par des pages initiales assez complexes, faisant le point sur l'histoire et la fortune du récit. À la différence des œuvres de diffusion transcrites et de celles publiées jusqu'au XIXe siècle, on voit qu'au XXe siècle, à côté des éditions critiques et des rééditions sans apparat critique, paraissent de plus en plus souvent des véritables réélaborations et réécritures du contenu. Ce procédé modifie à la fois la syntaxe même du texte, mais aussi l'histoire et le point de vue du récit, qui voit Marco comme protagoniste et voix narrante à la première personne du singulier et du pluriel de sa propre histoire. En ce qui concerne d'autres éditions, comme celle de Maria Bellonci, de 1989, et d'autres livres pour enfants, par exemple, il semblerait que certains éditeurs aient rempli ces vides résultant des informations que Rustichello aurait délibérément omis, probablement car il a estimé que les informations, donc certaines informations, n'étaient pas dignes d'être racontées, ou tout simplement parce qu'il a estimé qu'elles n'étaient pas opportunes. Et nous lisons, je cite Il Milione, Altre cose c'ha che non vi conto. Nous retrouvons aussi cet élément à plusieurs reprises dans le texte, et en fin de récit, au moment où Rustichello, dans l'épilogue, souligne des omissis, il écrit E perciò mi taccio e non ve ne parlo nulla di ciò. Outre les éditions dans lesquelles le texte et sa réécriture narrative ne sont pas modifiés, nous avons repéré une bonne quantité d'ouvrages différents par typologie, qui pour plusieurs raisons proposent une manipulation du texte d'origine, tout particulièrement, comme nous l'avons annoncé, dans les livres pour enfants. Considérons l'un de ces textes. Voilà, un de ces textes qui est celui-ci. Donc, Il Milione di Marco Polo, c'est le titre, publié en 2023. Déjà sur la couverture du livre, on peut lire Il Milione di Marco Polo, raccontato da Lorenza Cingoli e Martina Forti, illustrazioni di Silvia Forzani. Un autre narrateur vient ainsi s'ajouter, en l'occurrence 2, plus une illustratrice pour la mise en image du récit, donc 3 narrateurs supplémentaires. Le livre s'ouvre avec une introduction complète et enrichie par une carte. Le premières lignes récitent Il più grande libro di viaggi di tutti i tempi racconta le avventure di Marco Polo, il mercante che partì da Venezia nel 1271 quando era ancora ragazzino. Donc il y a immédiatement une mise en contexte. Après la courte introduction de mise en contexte, l'histoire commence comme un récit à la première personne. Je lis juste quelques lignes. Quella giornata era iniziata come tutte le altre. Non sapevo che mi avrebbe cambiato la vita. Marco Polo, adolescent, devenu narrateur grâce à la plume des 2 interprètes de son histoire, commence à raconter le commencement de sa journée, à décrire le temps qu'il fait, le vol des oiseaux, les odeurs et les parfums, sa maison, les calli, campi, campielli et ponts de Venise. Le jeune lecteur rentre tout de suite en symbiose avec le héros et commence à vivre avec lui sa journée. Et, depuis ce moment, toutes ces aventures fantastiques magistralement illustrées page après page. Il est évident que cette stratégie narrative est guidée par le souci du lecteur, un jeune lecteur dont la curiosité et l'attention, pour être tenue vivante et constante, nécessitent une certaine dynamique, assurée par les ingrédients que nous avons mentionnés.
C'est précisément la satisfaction de son horizon d'attente qui est à l'origine de la création de ces genres d'ouvrages de diffusion. Un autre élément significatif et moteur de l'intérêt du lecteur est, sans nul doute, la véridicité du récit, tout comme la distinction que Marco Polo Rustichello opère entre les faits dont Marco a été témoin oculaire, je cite di veduta, et ceux qu'il a appris par d'autres, per udita. Cette distinction majeure n'apparaît pas de manière explicite dans les textes pour enfants. Ce qui reste explicite en revanche est le paradigme de narration d'une expérience véritablement vécue par un personnage réellement existé, toujours mis en exergue dès l'introduction aux différentes éditions. Dans le premier récit, Marco, auteur, est aussi responsable du Marco personnage. L'aspect réservé concernant la sphère du privé, tout comme l'aspect lié à la narration relative aux affaires de la famille Polo, ne sont pas racontés. Par contre, il donne une certaine importance au rôle public que son père, son oncle et lui-même ont recouvert, aux relations entre les deux mondes oriental et occidental pendant la période de la Pax Tartarica. Ce schéma suit la modalité du pudor sui moyenâgeux, qui, dans les publications du récit au XXe et XXIe siècle, reste l'apanage des éditions savantes, rééditions critiques et éditions savantes pour la jeunesse. Considérons à présent les artifices stylistiques et les formules des transitions. Le souci de créer des effets de littérature qui trompent un peu la sensation de vérité documentaire qui en ressortait dans le premier ouvrage est évident. Ceci afin d'élever le récit à la dignité de l'écriture, mais aussi, ce qui n'est pas contradictoire au Moyen-Âge, d'en augmenter la crédibilité. Cet élément reste inchangé dans les rééditions, même dans celles qui ont modernisé le langage, y compris celles pour la jeunesse et qui gardent la structure narrative d'origine. Déjà Rustichello, en insérant le récit dans le genre du roman, non seulement utilise la séquence littéraire qu'il avait toujours pratiquée, mais estimait aussi d'interpréter précisément de cette manière ce que l'on entend par horizon d'attente. C'est justement l'attention à l'horizon d'attente qui change en fonction de plusieurs paramètres, comme l'époque de la réédition, qui guide les écrivains et les éditeurs à reproposer Il Milione dans ses rééditions et ses nouvelles versions, BD, dessins animés et films. Les formules des transitions disparaissent dans la version pour les enfants et sont remplacées par tout un appareil narratif entièrement imaginé par l'interprète ou nouvel auteur du récit. On assiste à la personnalisation de l'histoire, la figure du voyageur devenant protagoniste absolu de toutes les scènes décrites, comme souligné précédemment. Le pudor sui, donc, disparaît entièrement dans les livres pour les enfants et dans toutes les autres formes de diffusion du récit qui en constituent ainsi une interprétation, la BD, le dessin animé et le cinéma. Elle propose un dévoilement de Marco Polo, personnage et protagoniste de son œuvre, de sa vie privée, de ses pensées, de ses émotions. Que reste-t-il dans la réception actuelle du livre complexe et multiforme ? En remontant dans le temps, le dévisement du monde semblerait s'être prêté dès le début aux interprétations multiformes, et nous en avons parlé pendant ces 3 journées. Le livre transcrit par Rustichello n'était pas seulement un roman, c'était aussi un manuel pour les marchands, un traité d'ethnographie, un itinéraire, une relation diplomatique des grandes richesses. Cette complexité rendait difficile l'insertion dans un genre spécifique, comme la plupart des récits de voyage d'ailleurs. Le classement dans la première case, celle du roman, fut dès le début décidément trop étroite, surtout sur le versant italien selon certains critiques. En Italie, dès le début du XIVe siècle, avec la version en toscan, se diffuse l'angle de lecture que la classe de la bourgeoisie marchande fit de l'ouvrage. Le Milione sort ainsi de son enveloppe originaire de roman pour se situer dans un niveau plus quotidien et spontané, caractéristique des écrits marchands qui commencent à se manifester sur l'horizon littéraire.
D'autres versions anciennes, comme celle en latin de Peppino da Bologna, éclairent la réflexion sur l'univers récepteur, en montrant clairement que ces derniers influencent les versions du texte selon les attentes respectives, en modifiant les signes du genre. Le fait que les éditions, dès la diffusion des premières versions du Dévisement du monde, soient influencées par le public et son horizon d'attente, reste une constante dans l'œuvre polienne, comme en témoignent déjà à leur début les versions en toscan et en latin. Passons donc aux versions du Dévisement du monde, du Milione, dans la bande dessinée et aussi dans les dessins animés et les films. Dans le monde de la bande dessinée, le champ d'interprétation de l'œuvre s'élargit en prenant les formes les plus variées. Une des distinctions les plus immédiates s'opère dans la division en bande dessinée pour adultes et bande dessinée pour enfants. Dans la première, l'écart se fait entre les éditions pour un public cultivé et celles de libre interprétation. La toute dernière publication de ce genre est intitulée Marco Polo, la Via della Seta, publiée en février 2024, donc elle est vraiment toute récente, par Marco Tabiglio et la maison d'édition Becco Giallo. Et c'est l'image que vous voyez sur votre gauche. La collection Becco Giallo, donc la collection Biographie, est connue pour son engagement civil. Dans une courte présentation de l'ouvrage, nous lisons un fumetto che racconta le avventure del più grande viaggiatore di sempre, che di commercio in commercio raccontò di terre e popoli misteriosi, di mari in tempesta e deserti di predoni. E ancora, scopriamo così la potenza del viaggio del racconto. Cosa significa partire e ritornare? Un fumetto potente e nostalgico, accompagnato da magnifiche illustrazioni in cui perdersi a cercare nomi, dettagli, luoghi e raffigurazioni di città et di creature fantastiche. Comme nous l'avons vu, c'est une description qui met en exergue la multiplicité d'intérêts que l'œuvre polienne présente. En remontant dans le temps, en 1982, nous avons trouvé une autre bande dessinée, Le avventure fantastiche di Marco Polo a fumetti, supplément en noir et blanc de la revue hebdomadaire Blitz. C'est la couverture que vous voyez à votre droite. Cette série est cataloguée comme revue masculine. Elle contient, outre des bandes dessinées, des rubriques sur le cinéma et les spectacles, des services photos de nus d'actrices célèbres et pin-ups. Nous n'avons pas réussi à retrouver le numéro en question, mais la couverture est disponible, donc c'est la couverture que vous voyez à l'écran, disponible sur le net. La BD semble bien s'insérer dans le style de la collection décrite. C'est la seule BD que nous avons retrouvée dans ce genre, et cela reste quand même un témoignage des différentes interprétations et distorsions que l'imaginaire humain a construit sur la base du récit du voyageur vénitien. Les BD pour enfants revêtent des formes de toutes sortes et passent de la BD de divulgation à but didactique à la BD d'interprétation et création, comme celle de Mickey Deluxe, déjà proposée dans les années 80 et rééditée récemment en 2023, qui se propose en tant que parodie du récit. Donc vous voyez la couverture, c'est celle-ci. La plupart des BD pour enfants, comme les livres qui leur sont adressés, déclarent ouvertement leurs dessins didactiques et les enjeux de divulgation de l'histoire de Marco Polo. Ces ouvrages sont publiés souvent dans les collections des biographies des hommes célèbres. Donc j'ai mis là quelques couvertures pour donner une idée de ce qui existe depuis, disons, les années 80 sur le marché italien. La production des bandes dessinées pour enfants s'est aussi enrichie d'une nouvelle et plus récente modalité, celle des bandes dessinées animées.
Citons le titre Marco Polo et il Milione, composé par 5 planches en 2 versions. Une BD animée et l'autre, donc on voit toujours, si vous cherchez sur le net, donc il y a la BD animée, donc c'est une bande dessinée avec des parties de la bande dessinée qui bougent. Donc c'est pour ça qu'on appelle la BD animée. Et l'autre, c'est exactement la même, mais on a rajouté une voix narrante, donc qui raconte l'histoire de Marco Polo. Très ennuyeuse d'ailleurs, avec un ton monocorde. Et les dessins animés alors? Parmi les dessins animés diffusés en Italie, 2 nous semblent intéressants. Le plus récent étant de 2017, intitulé Marco Polo. Dans le synopsis, nous lisons Serie animata italiana del 2017, da Piazza San Marco a Venezia alla città proibita di Pechino. La serie racconta i viaggi di Marco Polo, un eroe moderno, aggettivo très important, che attraversando il mondo scopre le tradizioni dei costumi dei popoli. L'accent est mis sur la figure héroïque du voyageur et sur ses découvertes anthropologiques. Restons dans le domaine de l'animation et faisons un saut en arrière dans le temps pour découvrir le premier dessin animé sur Marco Polo diffusé par la télévision en Italie en 1982. Il s'agit de Le Avventure di Marco Polo, œuvre unique dans son genre. C'est un animé japonais que tous les enfants italiens des années 80 connaissent. J'aurais bien aimé vous faire écouter les génériques, vous montrer quelques images, mais le temps ne le permet pas. Donc l'histoire du voyageur vénitien, nous l'avons vu jusqu'à présent, a fasciné les critiques, les écrivains et les créateurs dans plusieurs domaines. Ils lui ont fait épouser de nombreuses formes et l'ont transposé sur différents supports du champ de la création littéraire. Concernant en revanche le monde du cinéma, une question se pose. Ce monde pouvait-il donc résister à cette incroyable aventure? Nous en avons parlé donc dans la communication précédente. Plusieurs metteurs en scène et scénographes furent charmés à l'idée de porter sur les écrans l'histoire de Marco Polo. La tâche n'était pourtant pas des plus simples. Étant donné la variété et la richesse non seulement des paysages et des sites évoqués, mais aussi des peuples racontés et des différents événements à reconstruire pour le public. Un véritable challenge pour le cinéma. Sur le versant italien, dès l'année 1962, apparaît la production du film Marco Polo, dirigé par Piero Pierotti. Donc c'est le film, vous voyez l'image qui est celle-ci tout en haut. Le film est classé parmi les films d'aventure et est connu en Italie avec le sous-titre La grande avventura di un italiano in Cina. Il a été diffusé dans une dizaine de pays, mais pas en France, je crois. Cependant, c'est en 1982 qu'apparaît le film qui fit véritablement connaître le grand voyageur et les merveilles dont il a été le témoin, en Italie, mais aussi dans d'autres pays du monde. Il s'agit de Marco Polo, produit par Giuliano Montaldo, une incroyable production d'une des premières mini-séries consacrées à la télé. Il s'agit de 8 épisodes époustouflants pour l'époque, projetés dans 42 pays du monde. En Italie, le premier épisode est diffusé sur la chaîne de la Rai, Rai 1, en France sur Antenne 2. Le rendez-vous pour les spectateurs est tous les dimanches soirs, est programmé tous les dimanches soirs. Ce film monumental, considéré en Italie un très grand classique, un colossal, décidément inoubliable, a marqué des générations. Un élément non sans importance, et même décisif dans le succès de la série, est représenté par la musique magistrale du grand maître Ennio Morricone. Dernièrement, à la véritable époque des séries télé, une des plateformes les plus connues, Netflix, donc nous en avons, donc je cite juste 2 éléments, puisque la collègue nous a parlé de façon exhaustive de cette série, donc proposée par Netflix.
dont le titre en italien est Marco Polo. Elle est interdite au moins des 16 ans. Et rien que par la description qui en est faite dans les synopsis pour le site Netflix italien, il est facile de comprendre l'angle d'approche de l'histoire du voyageur. Je lis. Ambientato in un mondo dominato da avidità, tradimenti, intrighi sessuali e rivalità, Marco Polo racconta le avventure del famoso esploratore alla corte di Kublai Khan. Ceci montre, une fois de plus, que les interprétations du récit multiforme changent radicalement en fonction de l'angle d'approche choisi, et, surtout, se prêtent à une perpétuelle réécriture qui en défigure complètement la réception, comme le témoigne entre autres le dernier cas cité. Cependant, les choix des réécritures opérées pour la série de Netflix sont guidés par la satisfaction de l'attente du spectateur moyen international de la plateforme, qui a bien étudié le goût de son public et vise à le satisfaire, le nourrissant de ses mets préférés, habilement préparés avec les ingrédients qui le gardent scotché à l'écran. En conclusion, une très rapide considération. Nous avons vu que l'interprétation du récit extraordinaire de Marco Polo, ce livre de merveilles, reste une constante qui se manifeste davantage dans les bandes dessinées, dans les dessins animés et dans les films. L'histoire se prête à l'invention, relative tout particulièrement à ces parties personnelles du récit de Marco Polo, à la façon dont Marco devient protagoniste de son livre. L'écrivain, l'illustrateur, le dessinateur, le cinéaste imaginent la façon dont le Vénitien a vécu les différentes situations dans lesquelles il fut impliqué. Ils trahissent la volonté de Marco et de Rustichello de garder la vie privée des Polo d'un côté, au sein du prologue, et le monde dévisé de l'autre, dans le récit proprement dit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Le lien se déroule seul, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut peut-être mettre en place des parallèles? Puis en plus, Tania, vous avez montré dans les bandes dessinées, justement, celle dont il sera question pour finir. Excusez-moi, je fais aussi la manipulation en même temps. Oui. Peut-être sur la parodie avec Mickey. Parce que peut-être